Bonjour les cinquièmes, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage emblématique du Moyen-Âge qui s'appelle Jacques Coeur. Jacques Coeur c'est un marchand et il va faire partie de ceux qui vont véritablement révolutionner la façon de faire le commerce au Moyen-Âge. Alors vous avez une fiche à remplir que vous me renverrez directement par informatique. Donc je vais vous raconter des choses et dedans il y aura de toute façon toutes les informations qui vous seront utiles pour pouvoir compléter cette fiche. Alors Jacques Coeur c'est un homme de la fin du XIVe siècle. Il est né entre 1390 et 1400. On ne sait pas exactement la date de sa naissance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né dans la ville de Bourges, qui sera de toute façon toujours sa base d'opération, le cœur finalement de son empire économique. Jacques Coeur, c'est le fils d'un pelletier. Les pelletiers, ce sont ceux qui se chargent de vendre les fourrures, de vendre toutes les pelisses finalement. Donc ça veut dire qu'il vient d'un milieu déjà riche naturellement, et c'est un homme très ambitieux, on pourrait même dire un magouilleur. Il va lancer différentes opérations, pas toujours très légales, qui vont lui permettre finalement de devenir un homme influent. À la tête d'une petite flottille d'une douzaine de bateaux, ce qui est énorme au Moyen-Âge, il va pouvoir faire du commerce entre la France et le Levant. Alors le Levant, on l'a déjà vu en classe, nous c'est comme ça qu'on appelle toutes les zones qui s'appellent de nos jours Israël, le Liban, la Syrie, c'est-à-dire la Terre Sainte. Là-bas, il veut faire du commerce en achetant des épices qu'il va revendre à prix d'or en Europe pour concurrencer les grandes cités italiennes. Et il va aussi en profiter pour faire d'autres éléments de commerce. Notamment, il emmène à vide les bateaux, mais chargés par des pèlerins, qui l'emmènent en Terre Sainte pour aller sur le tombeau du Christ, et il ramène en échange des épices. Tout ça, ça va lui permettre déjà d'engranger une jolie petite fortune. Lui-même va aller en Orient, ce qui va marquer durablement finalement sa culture, sa connaissance de la vie. Et Jacques Coeur va aussi finalement investir. Il investit dans la terre, c'est important au Moyen-Âge, donc soit des bâtiments dans la ville de Bourges, des hôtels particuliers qu'on appellera des palais par communauté de langage. Il va aussi acheter des seigneuries, donc des véritables terres, alors pas forcément gigantesques, mais c'est-à-dire que ça lui permet de passer du statut de bourgeois à une noblesse de robe, c'est-à-dire la plus basse noblesse, ceux qui sont méprisés par les chevaliers, les autres guerriers, qui achètent leurs fonctions. Malgré tout, ça renforce son pouvoir. Il va aussi acheter des mines, à une époque où, on l'a déjà vu, on manque cruellement de métaux en Europe, et notamment des métaux précieux comme l'argent ou l'or. Par son mariage, Jacques Coeur va devenir ce qu'on appelle un changeur de monnaie. C'est-à-dire que c'est lui qui va frapper la monnaie à Bourges pour le roi. Lui va soutenir le dauphin, donc l'héritier de la couronne, à une époque où nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Et ce dauphin va devenir roi de France sous le nom de Charles. Charles VII. Et il va être un de ses plus proches conseillers. Non seulement il lui permet de financer ses propres guerres contre les Anglais, donc de libérer petit à petit le territoire, ça va lui permettre de rencontrer une femme qui s'appelle Jeanne d'Arc, dont on parlera plus tard dans l'année, et petit à petit, il fait sa place à la cour. Il va même devenir ce qu'on appelle un argentier. L'argentier, ça serait entre guillemets le banquier ou le trésorier du roi. Alors c'est une charge un petit peu particulière, c'est-à-dire que l'argentier prend son argent personnel, prend l'argent du roi, il fusionne tout ça, et avec les deux sommes, il doit s'assurer que le roi vit bien, finance les constructions de ses châteaux, de ses armées, tout ce qu'il a à financer, et il y a beaucoup de choses à financer. Et généralement, il se sert sur les impôts pour s'enrichir personnellement. Et Jacques Coeur va énormément s'enrichir. Il va très largement en profiter. Il va être le personnage fort finalement de la cité de Bourges et du royaume. Il va s'attirer beaucoup de jalousie, beaucoup d'inimitié, mais il a aussi des amitiés très utiles. Notamment, il est proche du pape. Il est aussi proche d'Agnès Sorel, qui est la maîtresse du roi. Ça lui ouvre quelques portes quand même. Pour manifester son pouvoir, Jacques Coeur va construire un palais dans sa ville de Bourges. Alors il va se servir sur des choses préexistantes, et il construit un fabuleux palais sur la fin finalement de sa période de faste. Un palais en pierre. Je vous rappelle qu'à cette époque, les villes sont principalement en bois, en torchis, c'est-à-dire des matériaux qui sont beaucoup moins nobles. Faire l'intégralité du palais en pierre veut montrer la richesse et l'opulence de Jacques Coeur. Un palais qui doit servir à montrer sa puissance par des réceptions, par des cours. Il devait attirer beaucoup de gens. Il y avait des salles d'apparat, des salles de réception, des salles de banquet gigantesques. Et il montre aussi son attachement un petit peu à l'Orient. Notamment, on va trouver un certain nombre de représentations de l'Orient sur le palais. Non seulement il y a beaucoup de sculptures, notamment sur la façade, mais parmi ces sculptures, on trouve des animaux merveilleux, comme les singes, puisque lui les a découverts en étant en Orient. Dans les pièces du palais, de la même manière, la cuisine est accolée à une petite pièce
Alors, comme les étuves, c'est-à-dire qu'il a son propre hammam. Il doit pouvoir se laver, il est attaché à l'hygiène, il a aussi des latrines, c'est-à-dire qu'il est associé à la propreté du personnage, comme on avait en Orient encore à cette époque. Son bâtiment doit aussi montrer sa profession. Il met en avant le fait qu'il est toujours un marchand, un négociant. Des représentations avec des vitraux sur lesquels on voit des nefs, donc des bateaux, ou la grande pièce, la grande galerie d'apparat, dont le toit, le plafond, représente finalement la coque d'un bateau inversé. Tout ça doit manifester les origines de Jacques Coeur, son pouvoir et son pouvoir à venir. Alors, ce palais n'a pas eu la grandeur qui était espérée, puisque en 1453, finalement, Jacques Coeur, quand le palais est fini, il a déjà perdu sa période de faste. Agnès Sorel est morte. On accuse Jacques Coeur d'être responsable de la mort de cette jeune femme. Alors, ça a été plus ou moins arrangé par le nouveau dauphin, qu'il n'aimait pas beaucoup, et Jacques Coeur sera condamné. C'est-à-dire qu'il ne verra pas vraiment la fin de la construction de son palais. Il va être chassé, exilé, il va trouver refuge auprès du pape, et fonder finalement une nouvelle flottille faite pour se battre contre les musulmans. Il va mourir pendant une expédition à Chios, et le palais est réquisitionné par le roi. Alors le roi, il ne sait pas trop quoi en faire, donc au final, il va le rendre dans un premier temps au fils de Jacques Coeur, qui vont le perdre aussi, il coûte très cher à entretenir. Ce palais va être vendu à d'autres familles, pratiquement jusqu'à la Révolution. Par la suite, ça deviendra le tribunal de la ville de Bourges, avant de redevenir, très tardivement au XXe siècle, un bâtiment de musée. On peut toujours le visiter, alors pas en ce moment bien sûr, avec la Covid, c'est un petit peu logique, mais c'est un bâtiment qui reste quand même magnifique et qui est novateur pour son époque. C'est pas un château fort, c'est vraiment un palais de ville. Dedans, on met des techniques nouvelles. C'est pas un bâtiment qui doit être défensif, c'est un bâtiment qui est esthétique, avec des grandes cours, de grandes fenêtres, des vitraux. Ça doit être chaleureux, beaucoup de cheminées. C'est-à-dire que le but de Jacques Coeur, c'était vraiment de montrer, regardez à quel point je suis devenu un grand seigneur, un personnage important. Alors même s'il n'a pas profité lui-même de ce bâtiment, ça va rester un emblème, un symbole pour la ville de Bourges qui reste très fière, dans tous les cas, de posséder ce bâtiment. Jacques Coeur, c'est vraiment un homme qui va influencer la cour française, c'est un homme qui va influencer l'économie française. Si vous vous souvenez, quand on a parlé des épices dans une précédente aventure, je vous ai parlé d'un impôt qui s'appelle la gabelle, l'impôt sur le sel. Jacques Coeur est l'un de ceux qui en est l'initiateur. De la même manière, il va réformer un petit peu la politique fiscale de la France, donc les impôts en France, et il va permettre au roi de gagner beaucoup d'argent. Donc on en reparlera, on verra que le roi va vraiment beaucoup s'enrichir de cette manière et donc pouvoir changer sa façon de vivre, sa façon de ne moins dépendre des autres seigneurs. Et c'est en grande partie grâce à Jacques Coeur qui, comme tous les commerçants, était novateur, a voulu transformer les choses. Il avait un empire économique basé sur sa base à Bourges. Il mettait finalement des comptoirs ou des succursales, donc des emplacements de commerce, où il plaçait des hommes de confiance qui ont pu lui permettre d'être l'un des hommes français à faire du commerce les plus riches et les plus influents de toute la Méditerranée de cette époque. Je vous remercie de votre attention. Alors j'ai donné tous les éléments dans le désordre. À vous de reprendre finalement les informations pour me renvoyer votre travail. Je vous fais confiance. Prenez soin de vous. Les vacances arrivent, donc reposez-vous quand même aussi. Et je vous retrouve très très vite. À bientôt.